Alors, merci de nous rejoindre sur Radio J. Vous êtes tous les bienvenus. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, élection pour le CRIF. En effet, l'Assemblée générale du CRIF votera le 26 juin prochain pour l'élection d'un nouveau président qui succédera à Francis Khalifa. Il sera élu pour un mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois. Dans le cadre de cette émission, nous allons recevoir les deux candidats. On a déjà reçu la semaine dernière Ariel Amar. Et pour un même temps de parole. Je rappelle à tous nos auditeurs que le CRIF est né en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale. Au départ, d'ailleurs, ce fut un réseau d'entraide à la population juive privée de ses droits, pour devenir par la suite un organe de représentation des institutions juives de France. Le CRIF, aujourd'hui, c'est 70 associations juives françaises. Le CRIF s'inscrit dans une vision républicaine de la société française. Le CRIF a pour objet de porter vers les pouvoirs publics les inquiétudes et les préoccupations du judaïsme français. Il se mobilise contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, pour en parler, du CRIF d'hier, d'aujourd'hui et demain, j'ai le plaisir de recevoir le deuxième candidat à la présidence, Yonatan Arfi. Bonjour. Bonjour. Alors, Yonatan Arfi, je rappelle à tous les auditeurs que vous avez 42 ans, vous êtes père de 3 enfants, vous avez été, et vous êtes toujours, un militant de tous les combats pour les Juifs, pour Israël. Vous avez été le président de l'UEJF, vous avez suivi des études à HEC, ensuite vous êtes membre des CA de l'OSE, de l'ECUJ, de l'Alliance israélite universelle, et vous dirigez aujourd'hui un groupe de sociétés d'actifs de conseil aux entreprises et dans l'immobilier. Vous dites avoir organisé votre vie professionnelle et familiale de manière à pouvoir consacrer beaucoup de temps à la fonction du CRIF. Une réalité, ça ? Oui, effectivement, mais je fais partie d'une génération qui, comme peut-être beaucoup de nos auditeurs, a été heurtée de plein fouet par la seconde intifada. J'avais 20 ans, moi, en 2000, quand la seconde intifada a éclaté, quand l'antisémitisme en France, d'un coup, est revenu sur le terrain dans notre quotidien, et au fond, le militant, le juif de combat que je suis devenu en 2000, ne s'est jamais éteint et a organisé ensuite sa vie professionnelle. J'ai organisé ensuite ma vie professionnelle de manière à ce que ma vie militante puisse toujours avoir une place dans mon agenda, et aujourd'hui, je continue à le faire, mais au fond, je ne serais pas le même s'il n'y avait pas eu cette confrontation directe avec l'antisémitisme, malheureusement. Et vous êtes donc toujours au CRIF, vous êtes vice-président. Alors, Yonatan Arfi, nous allons parcourir votre programme, votre projet qui est d'ailleurs très riche, très audacieux, mais très ambitieux pour le CRIF. Certains vont vous rétorquer à la lecture que les mots ne sont rien sans les actes. Écoutez, c'est tout le défi. Moi, je fais le pari que il faut d'abord avoir de l'ambition pour pouvoir réaliser de grandes choses. Donc, je souhaite que nous rêvions ensemble de ce que doit être le CRIF demain. Je souhaite que le judaïsme français s'offre une instance politique plus forte, plus puissante, pour défendre ses intérêts et défendre au fond la cause des Juifs dans la société française. Alors pour ça, oui, il faut augmenter nos moyens, il faut déployer de nouvelles activités, il faut recruter, il faut faire rentrer de nouvelles associations, il faut être présent sur le terrain, il faut densifier notre maillage territorial. Mais je pense que si nous le voulons, nous le pouvons. Le judaïsme français, parfois, souffre, j'allais dire, d'un manque de confiance en lui, d'un manque d'ambition. Je souhaite que le CRIF incarne un judaïsme français fort, qui a confiance dans ses moyens et qui prend en main son avenir et son destin. Et ça passe par le fait de bâtir une institution capable de porter ses combats. Alors, pour réaliser tout ça, et ça c'est des mots, mais pour réaliser tout ça, donc en tant que président, c'est un engagement que vous prenez. D'ailleurs, dans votre projet, vous rappelez que vous êtes tout d'abord devenu, vous l'avez dit, un juif de combat. Par votre identité, votre héritage séfarade, ça vous a permis de construire, de forger une identité affirmée, résolument juive, dites-vous, passionnément sioniste et profondément républicaine. Oui, moi je crois au génie de l'identité juive française. Il y a un génie que nous avons ici en partage les uns et les autres dans la société juive française, c'est cette manière harmonieuse de vivre notre citoyenneté française de manière engagée, une dimension profondément juive sur le plan culturel, historique, très, très ancrée en chacun de nous, et en même temps d'assumer un lien naturel, une respiration avec Israël. Je crois que dans le monde juif,
c'est une particularité. Vous allez voir le judaïsme américain, le lien avec Israël est beaucoup plus distant parce que les histoires ne sont pas les mêmes. Vous allez voir d'autres communautés, vous allez avoir certains aspects de l'identité juive qui sont moins développés. On a en France la chance d'avoir un judaïsme qui rayonne dans toutes ses dimensions, sans aucune exception, le champ culturel, le champ éducatif, le champ religieux. Et pour moi, toutes ces dimensions sont fondamentales parce que l'identité juive ne se réduira jamais à une seule de ces dimensions-là. Et c'est pour ça que vous dites qu'Ol Israël a Revim Zelazé, chaque juif dans votre programme est co-responsable de son prochain. Et vous citez dans votre programme une phrase très très belle, de vous rappeler une phrase très très belle d'Albert Cohen. Je suis un arbre de Judée dans la forêt de France. Effectivement, alors c'est la phrase que j'ai choisi de mettre en exergue de mon courrier de candidature aux membres de l'Assemblée générale du CRIF, parce qu'elle est pour moi symptomatique de l'identité juive française. Nous sommes effectivement issus de Judée, ce qui renvoie à notre identité juive, mais aussi au lien évidemment à la terre d'Israël et donc à Israël aussi d'aujourd'hui. Et en même temps, nous sommes enracinés en France. L'idée de l'arbre, c'est qu'il a quand même s'il est de Judée, il a ses racines dans la forêt de France. Et ça, pour moi, je trouve que c'est une manière poétique, mais très, très juste d'exprimer la complexité de notre identité juive dans la société française. Et j'aimerais que, au fond, cette campagne marque aussi un nouveau départ dans la manière d'aborder notre histoire du judaïsme français. Moi, je crois au judaïsme français. Je crois d'abord que son histoire est belle et grande et qu'elle mérite d'être mieux connue. Je n'en ignore aucune part, y compris les parts d'ombre, bien sûr, les pages sombres, mais je pense qu'elle doit être transmise et valorisée. Et j'ai surtout à cœur qu'avec ceux qui le souhaitent, nous prenions en charge le combat qui est devant nous pour continuer cette histoire et l'écrire au futur. Et c'est un engagement militant. Le judaïsme en diaspora a toujours été un judaïsme de combat, d'une certaine manière. Alors, vous avez l'ambition, Yonatan Arfi, de devenir futur président du CRIF, mais beaucoup de nos auditeurs, beaucoup de gens dans la communauté se posent la question, mais c'est quoi le CRIF aujourd'hui? Quelle est l'utilité? Quelle est la place? Quel est le rôle du CRIF? Est-ce que tout ce que vous décrivez, c'est des choses qui n'existent pas aujourd'hui? C'est des choses que vous allez appliquer demain? Mais beaucoup de gens sont très sceptiques, surtout par le fonctionnement et aussi par certaines prises de position qui ont heurté une partie de la communauté. Et parlons-en, je crois que c'est tout le sens de cette émission, c'est tout aussi, je crois, la volonté quoi, du CRIF aujourd'hui. Mais le CRIF, pour le dire peut-être avec une formule qui parlera à certains de nos auditeurs, c'est le dôme de fer des Juifs de France. C'est l'instance qui a vocation à nous protéger. Et pourquoi le CRIF nous protège? Il nous protège parce que d'abord il nous rassemble, et que la meilleure protection que les Juifs aient pu avoir dans leur histoire, c'est d'abord d'être unis. La deuxième chose, c'est que c'est celui qui a en charge, au fond, la parole des Juifs face au pouvoir public, mais aussi face à la société civile. J'insiste sur ce point. On a longtemps considéré que nous ne devions assurer notre sécurité de Juifs dans les sociétés dans lesquelles nous vivions que par la relation au pouvoir politique. C'est un élément important, ce sont les alliances royales dont parlait Yerushalmi, le penseur juif américain. On s'allie avec le roi pour se protéger des humeurs antisémites du peuple. Aujourd'hui, dans les sociétés dans lesquelles on vit, il y a besoin aussi d'animer des alliances horizontales dans la société. Il y a besoin que nous développions des partenariats avec toutes les composantes de la société française. Je pense aux communautés religieuses, aux groupes culturels, aux syndicats, au monde associatif. Voilà. Et le rôle du CRIF, c'est d'animer, c'est d'être le chef d'orchestre de ce travail tourné vers la société française pour le judaïsme français, parce que c'est au fond la meilleure protection et le meilleur moyen de bâtir un avenir radieux pour le judaïsme français. Vous pensez que c'est une mission spécifique qui incombe au CRIF? Oui, ce dont je suis convaincu, c'est que lutter contre l'antisémitisme, beaucoup de gens peuvent le faire. Et vous allez trouver beaucoup d'acteurs dans la société, y compris des grandes figures publiques, pour lutter contre l'antisémitisme de manière théorique. Mais quand il s'agit de descendre dans l'arène, de nommer l'ennemi, de nommer Dieudonné, Soral, Mélenchon, Marine Le Pen, qui descend dans l'arène? Quelle est l'instance dont la fonction est d'aller et de donner des coups, et du coup aussi d'en recevoir? Je crois que c'est vraiment le rôle du CRIF. Et le CRIF, vous parliez au fond de la question de la perception de sa gouvernance, de son rôle par la communauté. Je crois que le CRIF est d'autant... de sa représentativité. Mais le CRIF est d'autant plus respecté qu'il démontre à la communauté qu'il est un CRIF de combat, engagé sur le terrain, sur la ligne de front.
on peut avoir des désaccords. Ça peut arriver qu'une partie de la communauté ne se reconnaisse pas dans une position d'une institution et du CRIF notamment. Ça peut arriver, mais c'est normal. On est dans une société plurielle. Tous les juifs ne pensent pas la même chose, et tant mieux d'ailleurs. Et donc le CRIF, il ne peut pas évidemment représenter systématiquement l'opinion de chacun, par définition. Mais ce que les gens respectent, c'est qu'il y ait une forme d'engagement pour les juifs. Et je crois que la promesse que fait un président du CRIF aux Juifs de France, c'est celui de l'intégrité morale et intellectuelle dans le combat, celui de ne jamais céder aux pressions, jamais céder à la facilité, jamais céder à la compromission, se tenir droit, parfois à contre-courant de l'ensemble de la société, quand il faut, face au pouvoir, monter au créneau et défendre la cause des Juifs. Voilà le rôle du CRIF, c'est à ce moment-là qu'on doit l'évaluer. Je sais qu'il y a certains qui s'interrogent, y compris sur notre fonctionnement. Mais vous réalisez que c'est un discours nouveau. On a très peu, ou peut-être qu'il existait dans certains cercles, mais en tout cas, le public n'a jamais écouté un tel discours novateur. Écoutez, tous les présidents du CRIF passés ont eu des moments où ils se sont engagés avec courage sur des sujets difficiles. Je prends le cas de Francis Khalifa, c'est peut-être le premier à avoir dénoncé Mélenchon publiquement au moment de la marche de Méric-Nol. S'il n'était pas monté au créneau il y a quelques années, Mélenchon aurait été encore plus banalisé dans le débat public que ce qu'il n'est aujourd'hui. Roger Kuckerman, il y a 20 ans, quand il se lève face à l'Alliance Rouge-Brun-Vert, qu'il nomme comme telle en 2002 ou 2003 au dîner du CRIF, il est visionnaire, il a vu la NUPS avant tout le monde. Il a eu le courage de le dire à un moment où c'était pas populaire de le faire. Richard Prasky a mené aussi des combats de cette manière, et on peut remonter plus loin évidemment aussi. Mon sentiment, c'est que l'ADN du CRIF, c'est celui-là. C'est celui de mener le combat. Je vous dis, le dôme de fer du judaïsme français, j'en suis convaincu, parce qu'en fait, il va récolter des insultes, il va se faire insulter dans l'opinion publique parfois, le CRIF. J'ai bien conscience que le CRIF dans l'opinion publique française, il est parfois contesté. Mais chaque insulte que le CRIF reçoit, c'est une insulte de moins qu'un juif individuellement recevra lui-même. Et ça, je crois que c'est le rôle de l'institution. Alors donc, vous parlez d'un CRIF d'unité, d'un CRIF de proximité, c'est-à-dire cette capacité de rassembler que vous nous expliquez. Le CRIF, c'est la maison commune de la cause juive, dites-vous. L'unité passe-t-elle par la collégialité ou faut-il repenser la gouvernance du CRIF? Oui, alors, effectivement, la gouvernance du CRIF doit être, comme toutes les gouvernances d'institutions, en permanence repensée. Et effectivement, les modèles de fonctionnement associatif, mais de tout groupe humain, c'est pareil dans le monde professionnel, évoluent avec le temps. Donc on est dans une période où il y a besoin effectivement de plus de collégialité, de plus de transversalité. Je crois qu'il y a aussi besoin de permettre au fond aux juifs individuels d'avoir le plus de contacts possible avec l'institution. Parce que je conçois que pour nos auditeurs, le CRIF puisse parfois paraître lointain. Mais ça s'explique par une raison simple. Le CRIF, c'est une fédération d'associations. Les dirigeants du CRIF sont donc des élus d'élus. C'est du suffrage indirect. C'est comme le Sénat. Le Sénat, ça paraîtra toujours plus loin aux Français, plus lointain que l'Assemblée nationale. Et je crois que la responsabilité du CRIF, en tout cas celle que moi j'imagine, c'est que nous devons compenser ce mode de fonctionnement par suffrage indirect qui nécessairement nous met un peu plus loin des gens que si nous étions en suffrage direct, par une présence sur le terrain décuplée. Je veux que nous déployions des activités dans les communautés, que les amis du CRIF soient présents dans les communautés en Ile-de-France, mais aussi en région, que nous ayons plus d'ouverture, au fond qu'on ouvre les portes et les fenêtres de l'institution le plus grand possible. Et alors, donc ça c'est votre projet, c'est ce que vous appelez le rassemblement, la proximité. Alors certains vont vous reprocher, mais le CRIF se déplace très peu dans les communautés. Et il ne sollicite jamais. Les présidents, ou très rarement, ne se déplacent pas dans les petites communautés de banlieue, de province, etc., pour expliquer la place et le rôle du CRIF. Vous dites que peut-être qu'il y aura des réunions du CRIF ou des assemblées générales qui se dérouleraient éventuellement en province? Alors, d'abord, effectivement, un CRIF national, c'est un CRIF qui a sous sa responsabilité, entre guillemets, l'ensemble du territoire français. Donc, qu'il y ait un peu ou beaucoup de juifs, d'une certaine manière, peu importe, le CRIF doit donner le sentiment d'être présent, parce que c'est important pour les juifs qui y vivent, aussi peu nombreux soient-ils, et c'est important aussi vis-à-vis des pouvoirs publics locaux. N'oublions pas que notre rôle, c'est aussi de travailler, de dialoguer avec ces pouvoirs publics. Il y a parfois des élus politiques de premier plan, je pense à Jean Castex par exemple, qui venaient de régions où il n'y avait pas de communauté juive. Et je pense que c'est important d'être capable d'identifier très tôt ces leaders pour pouvoir travailler auprès d'eux, et pousser, entre guillemets, partager notre sensibilité auprès d'eux. Donc je souhaite qu'effectivement, nous puissions déployer dans les communautés
qu'ils le souhaitent, les amis du CRIF le plus largement possible pour venir présenter l'institution, mais aussi peut-être pour que nos invités qui viennent rencontrer le CRIF aujourd'hui à Paris dans un grand hôtel pour rencontrer le public des amis du CRIF puissent aussi peut-être venir avec le CRIF dans des quartiers plus populaires. Je pense aux communautés de Sarcelles, de Créteil et ainsi de suite. Je pense aussi aux régions. Jonathan, Arfi, je pensais aussi les écoles, les associations, les maisons d'enfants. Ça aussi, beaucoup de gens, il y a un manque de... Est-ce que c'est un manque de temps, de considération Non, disons que... c'est pas le rôle du CRIF. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que pour bien connaître les anciens présidents du CRIF, ils n'ont jamais refusé une seule invitation, enfin, autant que leur agenda le leur permettait. Donc, ce qu'il faut revoir, c'est peut-être aussi, c'est renvoyer une forme d'appel solennel, enfin, en disant, voilà, le CRIF est ouvert à venir le plus possible sur le terrain, aux événements populaires. Si quelqu'un vous formule une invitation pour aller visiter une maison d'enfants, une école, vous accepteriez? Je viendrai avec grand plaisir. Je sais pas que non seulement je viendrai avec plaisir, mais je souhaite qu'elle soit adressée au CRIF. Il y a besoin que le CRIF ait ce contact-là sur le terrain. C'est ce qui fait sa légitimité. Beaucoup de gens pensent que la légitimité du CRIF vient parce que si du mandat des élèves de terminale. Vous allez expliquer ce que c'est le CRIF. Peut-être que vous allez susciter des vocations. Il y a besoin de pédagogie dans la communauté. Je crois que l'esprit militant, c'est quelque chose qui s'acquiert par l'échange, le dialogue. Donc le rôle du CRIF, c'est évidemment de le faire partager. Mais donc je suis attaché à ce que cette dimension de terrain se traduise dans l'agenda du CRIF. Pourquoi ? Parce qu'au fond, la vraie légitimité de l'institution, elle vient pas des contacts que nous avons avec les ministères, le pouvoir politique ou la sphère médiatique. Elle vient du mandat qui est confié par la communauté, alors par le biais des élections au CRIF, de l'Assemblée générale, mais aussi de manière plus symbolique par l'ensemble du contact avec la communauté. Donc je souhaite que cet élément-là soit mieux valorisé, mieux mis en avant, pour permettre de renforcer la légitimité de l'institution, parce qu'il y a besoin d'un CRIF fort. J'entends au fond, dans la critique qu'il y a du CRIF, j'entends aussi parfois beaucoup d'envie de CRIF. Il y a des gens qui ont envie d'un CRIF fort, envie d'un CRIF présent. C'est pas, au contraire, c'est pas un rejet de l'institution. C'est une manière de réclamer un CRIF plus présent et plus fort. Alors donc, vous appelez dans votre programme à faire barrage aux extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite. Vous réitérez cet appel ? Oui, je crois que la responsabilité du CRIF, quand on est héritier d'une institution qui s'est créée en 1943, vous le rappeliez, dans la clandestinité, qui a au fond, au cœur, l'esprit de résistance, je crois que la responsabilité du CRIF, c'est effectivement d'alerter les Français en permanence sur le danger que représentent l'extrême droite et l'extrême gauche. Chacun des extrêmes a des ressorts spécifiques, chacun a une histoire différente, mais aujourd'hui, ce sont deux menaces à la fois pour la République et pour spécifiquement les Juifs de France. Les deux dimensions sont fondamentales et je crois que la responsabilité qui est la nôtre, malgré notre faible poids numérique, c'est celle d'alerter. Nous avons un rôle dans la société française qui est au fond en permanence de sensibiliser nos interlocuteurs sur ce qui est au fond un cap moral acceptable ou non, qu'est-ce qui trahit une forme d'idéal républicain. Et notre responsabilité, c'est celle-là. Donc sur Mélenchon, nous avons un immense travail devant nous. Moi, je suis stupéfait, et je le dis ici, par l'indulgence qu'il y a parmi des républicains sincères, des gens avec qui nous avons partagé tant et tant de combats contre l'extrême droite. Je suis stupéfait de voir le niveau d'indulgence qu'il y a aujourd'hui face à Jean-Luc Mélenchon, et qui pourtant est antinomique de l'esprit républicain par énormément d'aspects. On peut parler évidemment de la question de la porosité. Et du parti des médias. Et oui, les médias, bien sûr, aussi sont je dirais, beaucoup moins critiques avec Jean-Luc Mélenchon qu'ils ne le sont avec d'autres partis anti-républicains. Pourtant, chez Mélenchon, vous avez des ruptures fondamentales avec l'esprit républicain. Tout l'indigénisme, le wokisme, voilà. Vous avez le sujet autour de la laïcité. Vous avez le sujet, évidemment, autour de la porosité liée au mouvement antisémite. Vous avez la question de l'Europe, évidemment, fondamentale. Voilà, donc tout ça, et un rapport à l'autoritarisme qui est quand même particulier chez Jean-Luc Mélenchon. Bon. Mais cette indulgence à l'égard de l'islamo-gauchisme, vous la sentez encore aujourd'hui ? Dans la société française, oui. Mais je veux dire, on a malheureusement... Quand vous pensez qu'il y a des candidats aux législatives qui ont invité un dirigeant travailliste antisémite, notoirement antisémite, pour un meeting, ça dit quelque chose aujourd'hui de la société française. Ce que ça dit, c'est qu'aujourd'hui, les hommes politiques considèrent que l'antisémitisme n'est plus un marqueur
fondamentale en politique. Et qu'au fond, c'est devenu une question accessoire. Voilà, c'est ça que ça dit. Je ne dis pas que chacun est individuellement antisémite dans ses partis. Évidemment que non. Mais en revanche, ce que ça dit, c'est qu'ils sont prêts à pactiser avec l'antisémitisme si c'est à visée électorale. Au fond, ce que ça dit, c'est que c'est une trahison d'un principe moral très simple. C'est qu'au fond, pour eux, la fin justifie les moyens. Et donc, s'il faut sacrifier la lutte contre l'antisémitisme au nom de la marche vers le pouvoir, eh bien, l'extrême droite, l'extrême gauche le font volontiers. Oui, mais sur quoi vous vous fondez pour faire cette analyse ? Sur d'abord, effectivement, les yeux doux faits à Jeremy Corbyn, à la fois par Mélenchon il y a quelques années et aujourd'hui par Daniel Simonet et Daniel Obono qui l'ont invité à Paris lors de la campagne aux législatives. Vous avez la haine exacerbée d'Israël de Jean-Luc Mélenchon. Il faut rappeler les termes qu'il emploie lorsqu'il parle d'Israël. Sa haine des institutions juives, et à commencer par le CRIF. Et je ne crois pas qu'on puisse à ce point-là exécrer le CRIF sans que ça interpelle sur le rapport aux Juifs. Troisièmement, vous avez aussi le sujet lié à la porosité avec des mouvements islamistes. Sur le plan local, vous avez un clientélisme, il n'y a pas d'autre mot, qui accepte des compromissions avec l'islamisme. Donc tout ça mis bout à bout me paraît suffisamment grave pour que nous alertions l'opinion. C'est notre responsabilité. Et nous, le CRIF n'est pas un parti politique. On ne cherche pas à se faire élire. Donc nous, on peut rester sur une ligne morale et la défendre, entre guillemets, quoi qu'il en coûte, parce que c'est notre responsabilité. C'est ça le CRIF de demain, Yonatan Arfi ? Oui, je l'espère. C'est-à-dire le CRIF moral, le dôme de fer de la communauté. Non, attendez, effectivement, on est sur des lignes qui sont dictées par nos valeurs, les valeurs juives. C'est le sens des institutions juives, de représenter et de défendre les valeurs juives. Après, on a évidemment un pragmatisme politique. Notre rôle, c'est de défendre nos intérêts. Donc, à un moment donné, on élabore des stratégies politiques. C'est le rôle des institutions et du CRIF en particulier de mener ce combat-là. Donc oui, je souhaite que le CRIF soit intraitable sur la question de l'antisémitisme. Ça va de soi. Sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes, que ce soit l'antisémitisme traditionnel, la haine d'Israël, mais aussi l'antisémitisme issu du texte religieux dans l'islam. Enfin, on peut dérouler. Malheureusement, on a un antisémitisme protéiforme aujourd'hui dans la société française. Est-ce que c'est dans le rôle du CRIF, dans vos projets aussi, d'ouvrir le dialogue ou en tout cas la possibilité d'un dialogue avec les confessions de la République, à l'islam modéré, aux chrétiens. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle à vous ? Oui, moi ce qui me parle, c'est effectivement le fait que, je le disais, le CRIF et la communauté juive engagent la démarche la plus large possible d'alliance et de dialogue dans la société civile. Parce que le pouvoir maintenant a basculé dans la société civile. Et c'est important d'être au contact de ceux qui font la vie civile de la société française. Donc les communautés religieuses sont fondamentales. Alors évidemment, il y a un historique de relation avec le monde chrétien que l'on connaît, dans lequel d'ailleurs, historique dans lequel le CRIF a été très engagé. Le rôle du CRIF dans les années 90 sur cette question a été fondamental pour qu'on ait... Alors si vous permettez, Yonatan Arfi, on va marquer une page en couleur maintenant et on reprend avec les relations avec les confessions de la République. Merci à tous les auditeurs qui nous rejoignent pour cette seconde partie. Nous sommes toujours en compagnie de Yonatan Arfi, candidat à la présidence du CRIF du 26 juin prochain. Et nous étions en train de terminer cette première partie sur les relations entre le CRIF et les confessions en France, notamment musulmanes, chrétiennes. Est-ce que, je répète ma question, c'est-à-dire que est-ce que le futur président du CRIF, Yonatan Arfi, si vous êtes élu, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est très important d'avoir des relations apaisé avec toutes les confessions? Oui, c'est important d'abord parce que le dialogue interculturel, interreligieux au sens large est fondamental pour nous, dans l'intérêt de défendre au fond la position des Juifs dans la société française. Mais je crois en plus que ça répond à un défi de notre temps. La société civile a de plus en plus de pouvoir aujourd'hui dans le fonctionnement contemporain. Il y a 50 ans... Mais pourquoi dites-vous que le pouvoir va revenir à la société civile? Parce qu'aujourd'hui, vous avez un pouvoir central, le pouvoir politique, qui est plus affaibli que jamais.
le pouvoir n'arrive pas à se protéger parfois lui-même. Il suffit de voir la crise des Gilets jaunes. Un influenceur sur les réseaux sociaux peut avoir plus d'impact qu'une déclaration d'un ministre. Donc vous voyez que le pouvoir, au fond, l'opinion publique, elle n'est plus forgée par le pouvoir politique. C'est une rupture fondamentale avec les équilibres qu'on connaissait jusqu'à il y a 10, 15, 20, 30 ans peut-être. Voilà. Auparavant, fondamentalement, lorsque le pouvoir politique allait dans un sens, vous aviez la quasi-certitude que les masses et l'opinion publique suivraient. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. L'opinion publique, elle se construit à partir d'éléments qui sont issus de la société civile. Certaines grosses entreprises ont plus d'influence que des ministres, des influenceurs plus que des journalistes officiels, entre guillemets, et ainsi de suite. Et donc, ce que je souhaite, c'est que nous tenions compte de cette réalité-là pour aller dialoguer avec tous ces acteurs, qui sont ceux qui seront à même de transformer l'opinion pour que demain, nous ayons une meilleure compréhension vis-à-vis des Juifs de France, une meilleure image d'Israël dans l'opinion publique, et ce qui, au fond, assurera à moyen et long terme notre sécurité de manière la plus sûre possible. Alors, vous avez des relations, Yonatan Arfi, avec l'ensemble de la presse française. Cette semaine-là, on a lu un article très intéressant de Jacques Tarnero dans Actualité Juive qui dénonçait le nouvel positionnement du journal Le Monde, en ciblant le journal Le Monde, qui a fait une évolution très inquiétante ces derniers mois. Est-ce que vous avez lu peut-être ce papier? Est-ce que vous avez senti cette dérive? Alors, sans avoir lu le papier de Jacques Tarnero, que je salue, et que je lirai évidemment avec plaisir, ce qui m'importe, c'est qu'effectivement, on est dans une période où les repères idéologiques sont complètement bousculés. Et donc on voit, y compris des acteurs qui étaient historiquement des acteurs laïcs, républicains, très engagés dans la lutte contre l'antisémitisme, avec une bonne connaissance d'Israël et autres, basculer par ignorance, mais aussi parfois par basculement idéologique, vers des tendances qui me paraissent dangereuses pour nous. Je pense par exemple à la manière dont aujourd'hui la question indigéniste gagne dans l'opinion publique, dans les médias. Au fond, aujourd'hui, l'assignation identitaire est devenue la règle. Et somme toute, on considère que, pour le dire autrement, symboliquement, le Burkini a quasi gagné la bataille culturelle dans une partie de l'opinion publique et dans une partie des médias. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète fondamentalement parce que c'est une rupture qui est dangereuse pour nous juifs, mais qui en plus est profondément contraire aux principes même républicains sur lesquels est adossé l'ensemble de l'organisation de la société en France. Et pour moi, nous avons là-dessus quelque chose à dire parce que notre parole est attendue. Ça, c'est la réaction, disons, générale. Mais d'une manière ciblée, quand vous lisez certains médias qui dénigrent avec quelle haine Israël, est-ce que c'est le rôle du CRIF de répondre à chaque média ou d'avoir une position? Alors, répondre à chacun des points, peut-être, il faut trouver le bon degré de réponse, la bonne granularité. Donc quand on connaît l'influence de certains voilà. Mais médias, effectivement, dans certains cas, il faut savoir pointer d'abord les mensonges, ça arrive, les erreurs quand c'est pas volontaire, enfin c'est souvent, ça peut parfois quand même être un biais vraiment idéologique. Moi, ce qui m'importe, c'est que on n'ait pas de complexe sur ce sujet, que le CRIF intervienne quand, au fond, l'image d'Israël est tellement dégradée qu'elle en menace, y compris par ricochet, dans l'esprit tordu de ceux qui ont la haine, qui expriment une haine d'Israël, qu'elle menace aussi les Juifs de France, eh bien, ça nous oblige à intervenir. Je n'ai pas de complexe à ce que nous travaillions à changer l'image d'Israël dans la société française, et je n'ai pas de complexe à ce que nous travaillions aussi à changer la politique française vis-à-vis d'Israël. Mais comment vous expliquez cette haine presque structurelle de ces médias à l'égard d'Israël? Cette obsession, comment vous l'expliquez? Alors, c'est une bonne question. Beaucoup ont écrit effectivement sur ce sujet. Alors, il y a des choses, il y a des réponses pour partie technique. Vous avez une concentration de journalistes, de correspondants étrangers en Israël supérieure à n'importe quel autre point du globe, en nombre de journalistes étrangers au kilomètre carré. Donc, forcément, une fois que vous avez un correspondant sur place, il faut qu'il produise des papiers. Donc, il faut bien qu'il écrive ou qu'il produise des reportages. Donc, tout ça amène à une obsession d'Israël visible dans les médias. La deuxième chose qui peut, à mon avis, expliquer ça, c'est qu'au fond, ce sont des sujets qui renvoient la société française à quelque chose d'assez profond.
ça renvoie la société française à son rapport aux Juifs, dans une société post-Shoah où il y a toujours en permanence cet arrière-fond parfois dans le débat public. Donc la société française a sa propre culpabilité, c'est une manière de la dépasser que de mettre en scène, entre guillemets, dans des reportages, des Juifs qui eux-mêmes commettraient des choses réprochables à leurs yeux. Enfin voilà. Vous avez au fond la question de la mémoire postcoloniale qui se joue, et pour une partie de la société française, soutenir les Palestiniens, c'est à leurs yeux réparer quelque chose des injustices que la France aurait commises dans sa démarche coloniale. Voilà. Et c'est tout ça mis bout à bout, avec des choses conscientes et inconscientes, qui génèrent un biais que nous constatons, nous, flagrant sous nos yeux. Alors, le candidat à la présidence du CRIF, Jonathan Arfi, vous nous êtes en train de nous expliquer que vous réagiriez face à ces médias uniquement pour que garder la crédibilité de la parole du CRIF, vous réagiriez uniquement si ça touche aux intérêts des Juifs de France? Non. Qu'on soit clair, quand vous avez un discours de haine d'Israël, par nature, c'est un discours et l'obsession d'Israël est par nature antisémite. Et elle génère de l'antisémitisme décuplé ensuite derrière. Donc il faut le prendre très tôt. Évidemment. Donc le sujet de BDS, c'est la même chose. Pourquoi sur BDS nous réagissons? Parce qu'au fond, vous vous rendez que si ça n'était qu'une question commerciale, j'ai envie de dire, les Israéliens pourraient gérer cette question tout seuls. Voilà. Ce que nous comprenons, c'est que ça n'est pas qu'une question commerciale, c'est fondamentalement une question sociétale. Vous avez un certain nombre de personnes qui se saisissent de ça pour exprimer la haine de l'État juif et à travers ça, au fond, la haine des Juifs. Donc nous sommes là-dessus très clairs. Quand l'image d'Israël est attaquée avec violence, alors il peut y avoir des critiques légitimes, hein. Israël est un État comme les autres, une démocratie perfectible et à laquelle on a le droit d'exprimer des critiques aussi, bien sûr, mais au-delà de ça, quand il y a quelque chose qui est d'une autre nature, c'est notre rôle d'intervenir. C'est pour ça que vous dites d'ailleurs dans votre programme que vous voulez pour le CRIF une parole décomplexée concernant la politique étrangère de la France, c'est-à-dire le Quai d'Orsay? Exactement. Vous savez, pas les médias simplement. Non, je parle vraiment du Quai d'Orsay. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis né en France. Je suis un citoyen français au même titre que mes voisins. Et je considère que je ne suis pas moins légitime que les autres Français à déterminer ce que doit être la politique étrangère de notre pays. Je ne suis pas moins légitime que nos concitoyens non juifs à déterminer quel est l'intérêt de la France dans sa politique étrangère. Et ma conviction, c'est que ce que nous souhaitons, c'est-à-dire un rééquilibrage de la position française au Proche-Orient aujourd'hui, eh bien, c'est l'intérêt de la France. J'en suis convaincu. C'est évidemment l'intérêt aussi d'Israël, mais je crois que c'est profondément l'intérêt de la France qui n'a rien à gagner à s'enfermer dans une position maximaliste où à la fin elle n'est plus qu'alliée sur ce sujet-là avec l'Algérie et je ne sais pas quel autre pays, alors que l'ère du temps est aux accords d'Abraham, à l'ouverture des relations, à la normalisation avec Israël pour un certain nombre de pays arabes. Donc je souhaite que la France prenne ce chemin-là. Et je vais vous dire mon sentiment, c'est que c'est de toute façon le sens de l'histoire. Elle va le faire. Le rôle du CRIF, le rôle des Français juifs, c'est de le dire et de le répéter pour que ce moment arrive le plus tôt possible. Parce que chaque année qui passe où la France s'enferme dans cette position, s'enferme dans une position un peu braquée sur le fond, me paraît être du temps perdu d'une certaine manière. Voilà. Après, il faut en parallèle de ça constater une chose, c'est que les relations bilatérales ont bien fonctionné entre la France et Israël et continuent à bien fonctionner. Donc il faut aussi s'en féliciter. Les sociétés françaises et israéliennes échangent beaucoup. Mais nous souhaiterions qu'il y ait un virage qui soit pris en termes de politique étrangère. Cette explication que vous nous donnez, c'est dans l'intérêt aussi de la France d'avoir une politique rééquilibrée. Est-ce que ce discours-là, vous le tenez aux représentants de la République ? Bien sûr, parce que je pense que c'est d'abord le discours qu'on doit tenir et qui est celui qui est le plus juste et le plus parlant. Je m'interroge ici avec vous. Quel est le vrai... En fait, vous savez, il y a beaucoup plus d'hommes politiques qui partagent ces points de vue que ce qu'on peut imaginer. Alors après, on sait que le Quai d'Orsay est une maison très autonome, qui n'est pas sans poser problème d'ailleurs à l'Élysée pour partie. On a suivi la grève, la réforme du statut de diplomate. Enfin, voilà, tout ça mis bout à bout est quand même le témoin du fait qu'il y a des choses qui vont se passer au Quai d'Orsay. J'en suis convaincu. On verra bien comment ça évoluera. Mais beaucoup de gens
savent que le chemin est là. Voilà. En tout cas, c'est ma conviction personnelle. Vous craignez que la France passe à côté de l'histoire? Ben oui, c'est ce qui se passe. Mais quel est le bilan de la politique arabe de la France? Est-ce qu'on y a gagné des contrats réellement? Est-ce qu'on a moins de retombées économiques que le Royaume-Uni ou que les États-Unis? Il faudrait être naïf pour le croire. Les Américains ou les Britanniques, ils n'ont pas de problème à avoir une politique vis-à-vis d'Israël beaucoup plus équilibrée. Et par ailleurs, ils ont toutes les relations économiques, culturelles, scientifiques que vous voulez avec les acteurs du monde arabe. Ils n'en ont pas été sanctionnés pour autant. Donc arrêtons, nous, Français, là je parle vraiment collectivement, arrêtons de penser que nous serions tenus par des contraintes économiques, des intérêts économiques. C'est pas vrai. Ceux qui ont une parole juste et vraie sur le Proche-Orient ne sont pas privés de contrats. Alors revenons, après les pouvoirs publics, Yonatan Arfi, si vous le voulez bien, vous dites que l'engagement dans la société, c'est renouveler notre ambition qui nous impose bien sûr une modernisation de la structure, de l'organisation du CRIF pour réaliser ses objectifs. C'est renforcer le CRIF et se positionner comme un centre, dites-vous, de ressources pour les associations membres comme pour les délégations régionales. Ça veut dire que vous allez mettre en valeur toutes les délégations, toutes les associations, vous allez travailler d'une manière main dans la main? Alors oui, d'abord, effectivement, il faut qu'il y ait plus de collégialité, il faut qu'il y ait des choses qui soient plus transversales, ça c'est très clair, plus de proximité. Mais au-delà de ça, je veux que le CRIF, j'emploie l'expression de centre de ressources, je veux que le CRIF soit vraiment un centre de ressources pour les associations et les délégations régionales, c'est-à-dire qu'ils mettent à disposition du contenu, des argumentaires, des notes sur un certain nombre de sujets politiques, évidemment, pour que les militants de terrain, ceux qui sont au contact des dirigeants politiques, puissent s'en saisir. C'est le rôle du CRIF d'animer en permanence Mais certains pensent que la gouvernance ne tiendra pas compte de leurs remarques. Le CRIF est une institution démocratique, donc il y a un certain nombre d'instances où les choses se débattent, se discutent. C'est un processus dynamique. J'invite chacun à y participer, évidemment, le plus possible. Oui, alors, on a envie de vous poser la question, Yonatan Arfi. Est-ce que le CRIF a encore quelque chose à dire à la société juive? Oui, honnêtement, je sais... J'entends que certains peuvent être aujourd'hui dans un discours très, très critique vis-à-vis de l'institution. Évidemment, maintenant, je veux dire aux auditeurs que les Juifs sans le CRIF, ce seraient des Juifs affaiblis. Ce serait une communauté privée de la capacité à hausser le ton quand c'est nécessaire. Ce serait au fond désarmer les Juifs de France face à l'antisémitisme. Alors, bien sûr, c'est une structure qui est perfectible. Bien sûr, on peut la critiquer et c'est normal et c'est même important. Mais je crois que c'est quand même un instrument indispensable pour avancer dans un chemin tourmenté. On est dans une période qui est extrêmement complexe. Et il y a besoin du CRIF. Alors, est-ce que c'est le passage obligé pour toutes les autres institutions pour porter nos inquiétudes auprès des pouvoirs publics? Oui, bah la fonction du CRIF, c'est celle-ci. Enfin, c'est un conseil représentatif, donc sa fonction, c'est effectivement de porter les messages, le message qui est celui des institutions juives, donc de la communauté organisée, auprès des pouvoirs publics. Alors aujourd'hui, il y a plein d'autres canaux pour que les messages passent, mais je crois que la solennité qu'il y a dans un message porté par le CRIF n'a pas réellement d'équivalent. Et pour moi, c'est précieux. Et là encore, je le répète, c'est la meilleure protection politique que les Juifs puissent avoir aujourd'hui. Alors certains disent que les deux candidats qui se présentent le 26 juin sont de très bons candidats, de grande qualité, chacun avec sa spécificité. Mais vous avez une spécificité, c'est que vous êtes apprécié aussi des pouvoirs publics, mais surtout aussi au sein du judaïsme français. Vous connaissez vos liens avec le Grand Bain de France, avec le président du consistoire central. Est-ce que vous allez utiliser ces liens pour ramener le consistoire central dans le giron du CRIF? Effectivement, Élie Korchia le sait bien, la porte du CRIF est grande ouverte au consistoire dès lors qu'il souhaite revenir. Je pense que ce serait effectivement un bon signal envoyé à la communauté, un signal d'unité. Alors c'est pas entre les mains du CRIF puisque la décision
de sortir avait été prise il y a une vingtaine d'années par le consistoire central. C'est donc une décision qui appartient aujourd'hui au consistoire central. Mais je serais ravi que vous posiez la question à Élie Korchia la prochaine fois que vous le receviez. C'est vrai. Alors, elle sera posée. Simplement dire, Jonathan Arfi, il y a le président du CRIF. On a l'impression que les différents présidents se sont un peu éloignés des préoccupations culturelles, de l'enseignement, de l'université, des études juives, du judaïsme français. C'est une réalité ou c'est une sensation? Non, alors ce qui est certain, c'est que nous avons tous été confrontés collectivement depuis 20 ans à, on en a parlé, une nouvelle vague d'antisémitisme dont nous sommes encore, j'allais dire, prisonniers. Et le défi pour le judaïsme français face à l'antisémitisme, c'est lequel? C'est d'abord évidemment de se protéger le plus possible, mais c'est au fond aussi de ne pas y perdre son âme. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si être juif demain ne se réduit qu'à être anti-antisémite, alors nous aurons perdu l'essentiel. D'abord, nous aurons vidé le judaïsme français de sa substance, et en plus, nous aurons donné une victoire symbolique aux antisémites. Ça m'est insupportable. Donc mon souhait, c'est qu'effectivement, nous menions le combat contre l'antisémitisme sans concession, avec l'énergie nécessaire. Mais c'est que nous fassions l'effort aussi, autant que possible, de consacrer les mêmes moyens, la même énergie, le même temps, les mêmes ressources à un judaïsme positif, c'est-à-dire à un contenu juif culturel, éducatif, religieux, chacun le met là où il veut, historique, pour que nous continuions à cultiver et entretenir ce judaïsme français qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Est-ce que le président du CRIF, c'est dans son rôle aussi parfois de soutenir certains projets au pouvoir? Vous avez une légitimité auprès des pouvoirs publics. Est-ce que vous soutiendriez des projets, des dossiers auprès des pouvoirs publics de certaines institutions? Ça dépend évidemment de ce que sont les typologies de dossiers. Il y a un rôle pour chacune des institutions, le consistoire, le fonds social, et puis un certain nombre d'autres organisations. Je parle de la culture et de l'enseignement. La culture et l'enseignement relèvent quand même plutôt du fonds social. Maintenant, il y a aussi tout un tas d'organisations qui ont des relations directes avec le pouvoir politique. Que le CRIF appuie un dossier, bien sûr. Après, je veillerai à ce que le CRIF ne déborde pas non plus trop en dehors du champ politique, qui est, au sens large du terme, qui est son champ naturel et qui est le champ sur lequel on a besoin de lui. Voilà. Maintenant, on verra au cas par cas. Alors, comme le précédent candidat, pour les quelques minutes qui nous restent, prenez le temps d'expliquer au public, à nos auditeurs, ce que veut le prochain président du CRIF, ce qu'il souhaite, comment il va travailler et quels sont ses projets. Mais écoutez, alors ça rejoint beaucoup de choses qu'on a pu se dire durant cet échange. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que le judaïsme français refuse le chemin de la résignation et le chemin du découragement. Je suis convaincu que nous avons en France beaucoup de ressources dans la communauté juive. Nous avons beaucoup d'envie, beaucoup de militants, beaucoup de gens qui ont envie de faire progresser la cause des Juifs dans la société française. Et mon souhait, c'est que demain, je puisse animer au CRIF un CRIF d'unité, un CRIF de combat, mais aussi un CRIF de dialogue engagé dans la société. Nous avons besoin de toutes ces dimensions. Le CRIF doit pouvoir construire autour de lui, animer les bonnes volontés, recevoir au fond l'énergie de ceux qui sont prêts à contribuer. Je suis convaincu que les combats que nous avons devant nous, aussi bien sur l'antisémitisme, l'antisionisme, l'islamisme, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est pour moi un sujet extrêmement important, avec notamment la question aujourd'hui des frères musulmans, qui est une organisation, mais aussi une idéologie extrêmement dangereuse. Et c'est le rôle du CRIF d'éveiller les consciences face à l'islam politique. Voilà, tout ça mis bout à bout, pour moi, pose le cadre de ce que doit être l'action du CRIF. Je suis convaincu que en exprimant ça avec énergie, en refusant le défaitisme, eh bien je suis sûr que ce qui nous paraît impossible devient possible, et c'est le sens de ma candidature. Alors, dans la continuité de vos prédécesseurs, vous allez apporter votre touche personnelle, bien sûr, une rénovation, une proximité avec le judaïsme français et les pouvoirs publics. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y aura un CRIF renouvelé, un CRIF nouveau qui répond aux inquiétudes du XXIe siècle?
c'est le sens d'abord de chacune des élections de proposer un renouvellement de l'institution. Donc effectivement, alors j'assume des éléments de continuité avec Francis Khalifa, Roger Kuckerman, Richard Prasquier, Henri Agenberg et l'histoire du CRIF, à laquelle je suis très attaché. Voilà. Et je n'insulterai jamais le passé. Mais je suis convaincu aussi, aujourd'hui, qu'il y a des défis nouveaux, une société française qui a changé, on en a parlé, avec le basculement du pouvoir vers la société civile, avec des défis nouveaux liés à l'extrême gauche montante et compagnie, qui font que nous avons besoin de faire évoluer la structure, nous avons besoin de faire évoluer aussi parfois nos positions, et je souhaite animer ce combat demain, ce qui veut dire que on a besoin de moderniser, au fond, l'action et l'institution, dans la continuité, bien sûr, de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Alors, dans le prochain, le dîner du CRIF en février, vous allez recevoir le président de la République. Normalement, est-ce que vous allez toujours rester sur la position du refus d'inviter certains partis politiques? Oui, écoutez, il y a une position qui est assez simple et qui est assez compréhensible, c'est que le dîner du CRIF, c'est pas l'Assemblée nationale. On est dans un dîner malgré tout privé et nous invitons ceux avec qui nous nous sentons à l'aise, ceux avec qui nous partageons des valeurs. Bon, donc nous n'inviterons pas des acteurs qui se situent en dehors du champ républicain au dîner du CRIF. La question qui se pose en revanche, et à laquelle aujourd'hui nous n'avons peut-être collectivement pas encore de réponse, c'est comment s'adresser aux 50% de Français qui votent aujourd'hui pour des partis extrémistes. Moi, je veux mener le combat contre les élus, mais je ne veux pas abandonner les Français qui font ce choix-là. Il y a besoin de s'adresser à eux, parce que je suis sûr que nous pouvons les convaincre, et c'est notre rôle d'aller mener ce combat. Et donc la vraie interrogation, c'est celle-là. Comment on fait pour s'adresser aux 50% de Français qui font le choix de partis qui sont hostiles ? Aux électeurs, pas aux élus. Exactement. Et ça, c'est un combat nouveau. C'est un combat nouveau? Non, il y a des réflexions en tout cas. Mais oui, on a besoin de mener cette réflexion parce qu'on ne l'amène pas de la même manière quand ces partis extrêmes pèsent 50% de l'opinion que quand ils pesaient 20% ou 10%. Mais cette réflexion, vous allez la mener simplement seul au sein du CRIF ou en concertation avec d'autres institutions? Non, honnêtement, je pense que c'est une question qui va au-delà du président du CRIF, bien sûr, mais au-delà même du CRIF, ça se passe... qui mérite un consensus dans la communauté. Donc je pense que c'est un des défis majeurs auxquels on est confronté collectivement. Évidemment, le CRIF, on sera l'animateur, on sera le porte-voix, puisque c'est sa fonction. Mais fondamentalement, c'est une question qui nous est adressée collectivement. On ne peut pas durablement, à long terme, si demain, ça devait être encore même un pourcentage plus faible de l'opinion, ne s'adresser qu'à une partie minoritaire des Français. Demain, vous êtes élu. Vous allez rencontrer le président de la République. Qu'est-ce que vous lui diriez d'important et d'urgent? Alors, ce que je lui dirais d'abord d'important, c'est qu'au fond, la condition des Juifs dans la société française est un indicateur de l'état de santé de la République. Et qu'au fond, s'il veut avoir un bon baromètre de la santé du pays sur le plan politique et sociétal, qu'il regarde la condition des Juifs et que donc il veille à regarder spécifiquement évidemment la question de l'antisémitisme. Et sur les questions urgentes, nous en avons effectivement énormément. Pour moi, le défi qui est devant nous, c'est la dénonciation et au fond la condamnation sur le terrain de la dimension antisémite qu'il y a dans l'antisionisme. C'est le combat politique qui est devant nous. On a gagné quelques batailles politiques par le passé. Je crois que la bataille qui est devant nous maintenant, c'est celle-là, de faire qu'on ne puisse pas impunément crier à la haine d'Israël et se masquer derrière ça pour attaquer les Juifs. Jonathan Arfi, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le candidat le 26 juin prochain à l'élection du président du CRIF. Très bien, merci et à très bientôt. Merci.